Alors je vais juste pour introduire cette réflexion, rappeler quelques réflexions qu'on avait menées dans la prospective et qui étaient au début plutôt au début du travail, qui nous avaient un peu guidés dans notre travail et qui repartent de ce schéma. Ce schéma, il montre les bioagresseurs et l'ensemble des leviers qu'on a pour faire face aux bioagresseurs, dont la lutte chimique, la lutte physique, notamment par exemple par le labour, les produits de biocontrôle, la sélection variétale, la gestion des paysages, donc par la mise en place d'infrastructures écologiques, la gestion spatiale de la diversité intraparcellaire, on l'a vu notamment par les cultures associées, et puis la gestion temporelle par les pratiques culturelles, notamment par l'allongement des rotations. Donc la question qui se pose, bon, c'est vraiment pour poser le débat, c'est que quand on supprime la lutte chimique, ben, finalement, il n'y a rien qui est aucun élément, aucun autre levier n'est aussi efficace pour substituer terme à terme une molécule et un levier d'action. Et donc, on est obligé de mettre en place des combinaisons. Ces combinaisons, en fait, elles sont intrinsèquement liées à la manière dont sont conçus les systèmes de culture. C'est aussi ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc elles sont liées à la recherche et la cohérence de ces leviers se fait au niveau des systèmes de culture. Et puis je m'arrêterai là. Et puis, pour favoriser ces leviers, finalement, on a deux éléments. Enfin, il s'agit de favoriser les régulations biologiques à l'échelle de deux à l'échelle du sol et des paysages, notamment en mobilisant les principes de l'agroécologie. Donc ça, c'est finalement ce qu'on avait posé au départ, qui est un peu un diagnostic assez général. Merci Olivier pour avoir reposé ces bases. Et donc, on va commencer avec le projet Succide. Et donc, c'est Jérôme qui a la parole. Merci Xavier, bonjour à tout le monde, bon après-midi. Donc là, vous l'avez compris, on va faire un gros changement d'échelle. Donc on va passer vraiment du champ à un petit objet qui est la graine. Donc ce matin, quand j'ai vu mon titre, j'avais un peu regretté de mettre ce titre. On avait été un peu ambitieux il y a quelques mois. Donc on va le remplacer vers une combinaison de leviers pour la protection de semences. Donc mes premières slides, vous les avez déjà vues ce matin. Donc Mathieu Barré vous a présenté les différents work packages du projet Succide. Donc le but du projet Succide, ça va être d'identifier des alternatives aux pesticides, mais vraiment pour la semence, pour la protection des semences. Et on va utiliser des leviers qui sont, disons, naturels, qui sont déjà présents dans la graine. Et on va travailler sur 4 espèces végétales. Donc vous avez le blé avec les pathosystèmes associés. Voilà, mais moi j'ai un souci avec... C'est un peu comme hier. Je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul avec moi. Donc on va travailler sur 4 espèces végétales. Donc le blé avec le pathogène Fusarium, le colza avec Alternaria et Rhizoctonia, la tomate avec Clavibacter et Pythium, et le haricot avec Xanthomonas et Pythium. Vous avez également vu cette slide ce matin, donc je vais aller très vite. Donc la semence a besoin de produits phytosanitaires, principalement pour 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que les semences portent des pathogènes, donc il faut faire des traitements en fait, pour limiter la transmission des pathogènes par les semences et l'émergence de nouvelles maladies. Et le deuxième problème, c'est la fonte de semis, qui est principalement due aux pathogènes du sol et qui va causer la mort de la plantule et donc des pertes de rendement. Non, mais vous voyez, j'ai pas le pointeur, ça avance tout seul. Donc voilà, donc ça c'était les problèmes. Maintenant je vais vous parler un peu de l'espoir que porte la semence, parce que la semence c'est quand même un objet qui est assez, c'est le point de départ de la culture. Et donc la semence dans ce sens, la semence est vraiment clé dans le traitement phytosanitaire. Donc vous voyez ici des semences qui sont pelliculées avec très certainement des pesticides dans l'image de gauche. Et donc vous avez vraiment le début de la culture qui est portée par la semence. Et donc cette semence, elle peut être pelliculée donc avec des pesticides qui ont des effets très directs sur les pathogènes. Mais surtout, cette semence, elle peut être aussi pelliculée avec des molécules qui ont des effets soit d'élicitation ou de potentialisation. Et donc ces molécules, elles vont pouvoir avoir un effet qui est plus long terme. Donc un effet à la fois sur la semence durant la germination, mais également durant l'installation de la culture. Et donc ça peut éviter de faire des traitements sur des stades plus précoces. Donc là, l'analogie, j'aime pas trop l'analogie, je vous la donne. Scientifiquement, elle n'est pas très juste, mais conceptuellement, elle est bonne. C'est qu'en fait,
Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait, on essaye avec ces effets élicitations ou potentialisation, c'est comme une vaccination. Donc si on arrive à vacciner finalement nos graines au stade graines, en fait, eh ben, on pourrait avoir des potentiels de défense beaucoup plus importants durant le développement de la plante. Et donc c'est assez intéressant aussi du fait qu'un produit, un traitement en fait de semences, ça coûte, ça a besoin de 200 fois moins de produits qu'un traitement foliaire classique. Donc en fait, ces molécules d'élicitation et de potentialisation, en fait, en les mettant sur la semence, on économise aussi énormément de molécules. Donc ceci étant dit, dans le projet Succide, nous on a décidé de travailler sur 3 leviers. Mathieu vous les a présentés ce matin. Donc c'est des leviers, donc je vous dis, qui sont présents dans la graine. C'est des méthodes de protection de la graine. Donc Mathieu a vraiment bien présenté ce matin tout ce qui était lié au microbiote des semences. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter 2 autres leviers. Le premier qui va être finalement de l'identification des mécanismes de défense et comment est-ce qu'on va pouvoir booster ces mécanismes de défense. Donc là, on est vraiment sur un effet aussi un peu d'élicitation et des choses comme ça. Et il y a également tout ce qui est lié aux molécules qui sont présentes dans les exudats des graines. Donc quand les graines sont imbibées, elles sont dans le sol, et en fait on s'est rendu compte que ces graines émettaient énormément de molécules de protection pour les protéger en fait dans le sol avant de germer. Et on est parti du principe que finalement la défense des graines, elle existait, elle était là, tout était présent, mais soit c'était pas assez fort, donc finalement ces molécules de défense, elles n'étaient pas présentes en assez forte quantité pour pouvoir lutter contre le pathogène, ou alors ces molécules de défense, elles avaient été contournées par le pathogène hôte, et dans ce cas-là, c'était difficile de l'utiliser dans cette espèce, mais on pouvait très bien l'utiliser contre d'autres pathogènes. Donc la première approche d'identification des mécanismes de défense nous ont permis d'identifier les molécules de défense. Pour ce faire, on a utilisé 2 approches différentes pour voir ces molécules de défense. La première, ça a été d'utiliser des stimulateurs de défense des plantes. Alors nous, on est plutôt parti sur des hormones de défense. Donc on a fait plutôt des traitements avec du méthyljasmonate, de l'acide salicylique, des choses comme ça. Pour induire ces défenses en fait dans les graines et voir quelles étaient les défenses des graines. Et la deuxième solution qu'on a fait, c'était directement d'inoculer nos graines avec les pathogènes, voir comment la graine se défendait et voir quelles pouvaient être les molécules de défense. Donc on a fait beaucoup d'analyses de omics, on est arrivé avec vraiment des mécanismes moléculaires assez forts. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a également trouvé des molécules endogènes qu'on pouvait faire synthétiser à façon. Et donc on a trouvé qu'il y avait 3 molécules qui bougeaient énormément dans nos systèmes lorsque l'on induisait les défenses, à savoir les micropeptides, les métabolites spécialisés et les petits ARN. Donc on a vraiment décidé de focaliser sur ces 3 molécules comme alternative aux pesticides. La deuxième approche, je vous disais, c'était de regarder ce qui se passe dans les exudats. Donc là, ça a été assez simple. On a pris des graines, on les a fait imbiber, on a extrait l'exudat en fait de ces graines à l'imbibition, et on a vu qu'il y avait des défenses basales en fait dans ces graines imbibées. Et donc, pareil, on a utilisé pas mal d'approches de omics pour identifier en fait qu'est-ce qu'il y avait dans ces exudats et quelles étaient les molécules qui pouvaient être endogènes et qui pouvaient servir d'alternative en fait aux pesticides. Et donc on est parti sur le même type de molécules que précédemment, les micropeptides, métabolites spécialisés et les petits ARN. Donc à l'heure actuelle dans le projet, on a plus d'une vingtaine de micropeptides qui sont en test, on a à peu près une dizaine de métabolites spécialisés, une dizaine de petits ARN qu'on est en train de tester. Et là, je vais vous montrer un petit peu rapidement les résultats qu'on a trouvés sur les micropeptides. Alors, pourquoi on a utilisé les micropeptides ? Bon, déjà, en premier lieu, micropeptides, c'est une petite protéine. Hein. Et nous, on a pris comme critère, on a essayé de trouver des micropeptides avec à peu près moins de 50 acides aminés. Donc vraiment des molécules assez petites, pour être sûr qu'elles soient capables de rentrer en fait dans la graine à l'imbibition. Donc c'est des molécules qui servent à la fois dans la signalisation des défenses, donc elles peuvent avoir cet effet éliciteur potentialisateur, mais elles peuvent aussi avoir une activité antimicrobienne vraiment directe contre les pathogènes. Donc si vous les mettez en contact avec certains pathogènes, elles vont pouvoir avoir un effet direct. Donc c'est pas si facile que ça de les identifier parce qu'elles sont pas forcément annotées dans les génomes. Certaines sont annotées mais pas toutes. Donc là je vous ai mis, on a utilisé l'intelligence humaine mais également l'intelligence artificielle pour avoir des pipelines d'analyse et pour extraire en fait ces micropeptides de nos génomes d'intérêt. Ce qui pouvait potentiellement être des peptides.
L'avantage, c'est que, et ça c'est le cas pour les 3 molécules, c'est que c'est des molécules qui sont synthétisables. Donc finalement, si vous voulez en produire une grosse quantité, c'est assez facile, vous pouvez vous en procurer une grosse quantité. Et les micropeptides, ce qui est bien, c'est que la réglementation elle est assez favorable pour l'utilisation de ces molécules. Et donc ici, je vous donne juste un exemple, donc j'aurais pu vous en faire 10 slides, mais je vous donne juste un exemple de comment est-ce qu'on crible nos molécules et de l'effet de ces molécules. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre champignon ou notre bactérie pathogène, des graines, on va la mettre en contact avec notre molécule d'intérêt, donc ici les peptides, et ensuite on va pouvoir suivre la croissance du pathogène, et on va voir si l'ajout de notre molécule est neutre, n'influence pas la croissance du pathogène, ou si au contraire on arrive à la diminuer. Donc ici, vous avez les résultats sur 5 peptides antimicrobiens et vous avez les résultats contre le pathogène Alternaria brassicicola, donc, qui affecte les brassicacées, qui peut avoir des problèmes de fonte de SMI. Et donc, on va regarder le graphique. On va commencer par la droite. On va partir de la droite à la gauche. Donc, le dernier graphique, en fait, c'est lorsque vous mettez de l'Alternaria brassicicola seul. Donc, vous pouvez voir qu'on a une croissance à 100%. Donc, l'Alternaria croît très bien en fait dans nos conditions. Le peptide 4 et le peptide 5 qu'on met en contact avec Alternaria, ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas de changement dans la croissance du champignon. J'ai quand même voulu vous mettre ça pour vous montrer que ça ne marchait pas à tous les coups et que certains peptides n'avaient aucun effet. Donc là, on a essayé 3 concentrations du peptide. 3 concentrations du peptide et finalement on n'a aucun changement sur la croissance du champignon. Par contre sur le peptide 1, 2 et 3, vous voyez que lorsqu'on les met en contact avec le champignon, on a une baisse de la croissance du champignon. Et sur le peptide 1, lorsqu'on met cette quantité de 10 micromolaires de peptide, on a même carrément une inhibition de la croissance d'Alternaria. Donc là on a typiquement une première solution qui pourrait être facilement ajoutée en pelliculage à la semence pour une protection contre Alternaria. Ici, je vous ai mis, je ne l'ai pas commenté parce que je n'avais pas trop le temps, mais c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est quand même que les peptides avaient un spectre d'action au niveau des pathogènes qui était assez étroit. Donc en général, si vous aviez une action contre Alternaria, ce n'était pas forcément vrai pour Pythium ou des choses comme ça. Donc vers une combinaison des leviers, donc on y arrive. Donc ça, on vient juste de commencer en fait dans le projet, on est à mi-parcours. Donc effectivement, nous on avait vraiment choisi des solutions qu'on pouvait combiner et qu'on voulait combiner dès le départ. Donc c'était un choix du projet. Donc là, ce que je vous montre, c'est qu'en tout cas, ce que je viens de vous présenter, à savoir les peptides, les micro-ARN et les métabolites, a priori, on peut les mélanger, il n'y a aucun souci. Il faudrait même les mélanger pour avoir à la fois cet effet direct sur le pathogène, par exemple fongicide, et un effet un peu plus potentialisateur. Donc ça, il n'y a aucun souci pour les mélanger. Maintenant, reste le microbiote des semences. Vous vous doutez bien qu'on a des molécules antimicrobiennes. Hein, donc, est-ce que c'est compatible avec le microbiote des semences? Et donc, on n'a pas toutes les réponses à l'heure actuelle. On a commencé une première analyse et donc on a testé 14 de nos peptides antimicrobiens. On a testé ces peptides sur les 6 micro-organismes qui étaient les plus présents sur les graines. Et a priori, on n'a pas vu d'effet de ces peptides en fait, sur la croissance de ces 6 micro-organismes du microbiote. Donc voilà, j'ai fini. Juste le message à retenir, juste pour vous essayer de vous convaincre que la semence, c'est vraiment un élément clé dans l'installation des cultures et dans le traitement phytosanitaire. En plus, la France est quand même un leader mondial dans ce domaine-là, donc il faut garder cette excellence. Les leviers individuels marchent, la combinaison forcément elle est prometteuse, donc le fait de mettre des molécules antimicrobiennes donc à effet direct avec des molécules à effet potentialisateur pour à la fois protéger les semences mais aussi les jeunes plantes. Après, ce qui va dépendre maintenant, c'est nos collègues de la formulation. Est-ce qu'ils vont pouvoir formuler toutes ces molécules ensemble? Ça va être un petit peu leur gros challenge. On a également essayé d'utiliser les SDP directement sur les semences pour voir si ça pouvait potentialiser les défenses. Alors ça marche, ça active les défenses, ça ralentit les infections, mais par contre, dans pas mal de cas, on a vu aussi que ça pouvait impacter la germination. Donc bon, une semence qui est protégée mais qui germe pas très bien, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est vrai qu'on a vraiment voulu décider de travailler sur les molécules qui étaient downstream, qui étaient activées par des SDP. Et donc les peptides font partie de cet arsenal qui est activé par les SDP. Et là, c'est beaucoup plus facile à implémenter dans le pelliculage et il n'y a pas d'impact sur la germination. Donc voilà, un grand merci à tout le monde c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui ont produit ces données.
Donc voilà, merci. Merci à vous pour votre écoute. Eh ben, merci bien Jérôme. En fait, vous avez effectivement combiné les mécanismes à l'intérieur de l'enrobage des semences. Et donc, une autre manière d'envisager la combinaison des leviers. Et donc là, on va maintenant appeler François Delmotte et je ne sais pas si c'est il y a François et Hervé Hanin pour nous présenter le projet Vitae. Bonjour à tous. Donc merci de nous donner l'occasion de présenter donc à nouveau aujourd'hui ce projet, mais sous un angle différent, on va dire. Donc je suis ici accompagné d'Hervé Hanin donc pour cette présentation. Les diapos. Une courte introduction pour resituer en fait le cadre du projet. En réalité, on pourrait dire que les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les pathogènes de la vigne sont le résultat d'une crise sanitaire qui n'est toujours pas tout à fait réglée et qui tire ses origines d'invasions biologiques qui ont lieu à la fin du 19e siècle. Il faut rappeler bien sûr l'invasion du phylloxéra qui a donné pas mal de fil à retordre aux scientifiques et aux savants de cette époque et qui a pris 30 ans de recherche à être réglée. Et maintenant qu'on gère avec le greffage des vignes sur les porte-greffes, bien sûr. Mais à cette même époque, on a introduit dans les collections botaniques en fait tout un tas de maladies, de l'oïdium, le black rot et également le mildiou, qui sont en réalité toujours des pathogènes qu'on essaye de gérer. Alors à l'époque, ça a suscité pas mal de développement et de nouveautés avec la découverte de l'effet du soufre sur les oïdiums notamment, sur les ascomycètes, également celle de la découverte de la bouillie bordelaise. Bon, mais aujourd'hui, on en est là avec la vigne, avec une majorité de l'IFT qui est consacrée en fait à la gestion de ces maladies qui sont toujours actuelles et bien actuelles, comme on l'a vu cette année à nouveau avec le mildiou. Et voilà, et qui concentre donc les deux maladies, oïdium mildiou, à peu près 80% des fongicides et donc 80% de l'IFT global sur la vigne. Donc un projet qui va être orienté vers ces maladies-là. Juste dire en deux mots que bon, il ne s'est pas rien passé depuis notamment le lancement d'Ecophyto, mais on voit qu'on atteint une sorte de plancher de verre dans la réduction et donc il faut bien passer à autre chose, à la recherche d'alternatives et relancer, en fait, redynamiser la recherche pour essayer de trouver des innovations en rupture par rapport au modèle existant. Voilà, donc le projet Vitae, c'est tout un tas de chercheurs qui travaillent sur des questions différentes, alors ensemble, puisque l'objet qui nous rassemble, c'est la vigne, et que donc l'idée du projet n'est pas d'être multidisciplinaire, mais le plus interdisciplinaire possible. Et je pense que l'approche que tu décriras le montrera bien. Mais ici, les grandes questions qu'on se pose, c'est celle du microbiote. On l'a vu ce matin avec la présentation de Corinne, je ne reviens pas dessus. Également, un consortium de chercheurs qui travaillent sur les solutions de biocontrôle avec des modes d'action un peu plus innovants que ce qu'on fait d'habitude, notamment des modes d'action qui permettraient de gérer plusieurs maladies en même temps, ou bien des modes d'action tels que la désinhibition des défenses de la plante, par exemple, qui sont un peu originaux et qui permettraient de développer des produits nouveaux. On travaille également sur la résistance génétique de la vigne, donc sur l'adoption d'une innovation assez radicale en viticulture, qui est le changement de cépage en fait. Et donc créer et déployer durablement ces variétés, ça pose tout un tas de questions, brider pour des nouvelles variétés, à la fois pour le changement climatique, la résistance aux maladies, gérer durablement ces résistances, travailler sur les interactions plantes pathogènes, et puis combiner en fait ces leviers ensemble à la fin. On a des actions également sur la restauration de la lutte, renforcement de la lutte biologique par conservation, avec tout un tas de travail plutôt orienté ravageur aujourd'hui, mais qu'on va faire dériver petit à petit vers les maladies, et qui ont permis de découvrir l'effet à travers pas mal d'études là, que je ne vais pas présenter aujourd'hui, mais c'est les travaux d'Adrien Ruche qui montrent qu'en fait on arrive à identifier dans les agroécosystèmes des classes, des genres d'arthropodes vraiment régulateurs de certains ravageurs, comme les araignées par exemple, plus récemment les chrysopes.
et également des conditions et des pratiques qui favorisent cette régulation de manière significative. La première étant la diminution des traitements. Bon, mais il y en a d'autres, comme par exemple l'enherbement, certains enherbements, pas d'autres, et également les infrastructures agroécologiques, pas toutes non plus. Donc ça, c'est vraiment à l'étude dans le projet Vitae. Enfin, on a un axe assez fort qu'on avait démarré aussi dans le projet Vitae, qui était de s'attaquer à ce que j'appelle moi la prophylaxie. On a vu que chacun avait sa définition ici ce matin de la prophylaxie, qui est en réalité l'idée de réduire, de diminuer les réservoirs d'inoculum des maladies dans le vignoble. Voilà. Bon, j'avance. Donc le consortium, il est celui-ci. C'est un consortium national assez important, vraiment centré sur la vigne et le vin, avec des pathologistes, des physiologistes de la vigne, des écologues, des œnologues, des gens qui travaillent sur les sciences économiques et sociales et qui sont répartis sur le territoire dans les 3 grands bassins, le bassin méditerranéen, les vignobles septentrionaux et également la façade atlantique avec Bordeaux. Voilà l'organisation classique en WP, juste pour dire que on a un découpage avec levier technique d'un côté, mais également innovation plus systémique de l'autre côté. Et je précise donc on a tout un volet donc de sciences économiques et sociales pour poser les questions que j'ai présentées également hier sur l'adoption, sur la valorisation en fait des nouveaux produits qui découlent notamment des variétés résistantes, mais pas que. Par exemple, il y a eu un travail assez intéressant de choix d'économie expérimentale pour essayer de comprendre la valorisation qu'on pouvait faire de la biodiversité sur un marché du vin à travers la création d'un biodiv score. On a d'autres travaux dont a parlé hier Yann Reynaud autour de l'assurantiel, donc le développement d'un produit assurantiel et l'adoption ou pas de ce produit par les viticulteurs. Voilà. Et alors, avant de passer la main à mon collègue Hervé, dire que tout ça, en fait, l'idée du projet, c'était d'avoir aussi un work package où on travaille vraiment de manière interdisciplinaire à travers une approche de prospective vraiment centrée sur le cas de la vigne et du vin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Hervé Hanard de l'Institut Agro Montpellier. Et sur ce volet prospectif, je suis aussi accompagné dans la salle de Françoise Brugière qui donc, dirige les questions de prospective à France Agrimaire et qui travaille depuis un certain nombre d'années aussi avec nous pour accompagner justement ces questions d'interface avec la profession et de création de scénarios de prospective. Alors vous avez entendu parler de prospective déjà un certain nombre de fois grâce à notre collègue Olivier Morat. En tout cas, je vais vous montrer un peu une utilisation un peu spécifique de la prospective dans le cadre de ce projet Vitae. Alors, on prend bien sûr une des qualités premières des scénarios de prospective que vous avez sans doute comprise, qui est cette capacité à finalement intégrer de façon interdisciplinaire des différents aspects dans les histoires que l'on raconte quand on fait de la prospective. C'est effectivement quelque chose de très important que d'arriver à des scénarios interdisciplinaires, parce que l'avenir, lui, se fiche complètement, bien sûr, de nos découpages, aussi pertinents soient-ils, qui restent quand même très artificiels. Donc, finalement, on utilise cette qualité-là, et dans le cas de Vitae, on va l'utiliser pour... finalement, sur cette filiation qu'on peut lire de bas en haut, là, qui est finalement un gros aspect de ce projet, qui est à la fois d'accompagner la transition dans les aspects techniques et socio-économiques, en intégrant ces connaissances dans des scénarios de transition, vous voyez bien apparaître ces scénarios de transition, et puis de créer surtout des outils pertinents pour éclairer les politiques publiques à terme et d'accompagner les professionnels. Alors, comment est-ce que l'on fait ça finalement? En assignant à la prospective, finalement, des scénarios de prospective à un double objectif. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer l'avenir, ce qui est déjà très bien, mais c'est d'abord d'outiller l'interdisciplinarité. Vous avez compris que, comme dans les autres projets, il est toujours question de pluridisciplinarité. Ça, on sait bien faire, on sait rassembler les gens, ils viennent volontiers. Ce qu'on sait un petit peu moins bien faire en général, c'est les faire travailler ensemble, les faire acquérir un même langage. C'est un vrai serpent de mer, vous le savez bien. Et nous, on a acquis non seulement cette conviction, mais également maintenant une certaine expérience, et je vais vous dire pourquoi, qu'il était possible de faire dialoguer justement ces disciplines en utilisant les connaissances de chacun des work packages pour élaborer conjointement des scénarios
qui vont finalement parler de ces différents aspects et faire parler ensemble. Et donc, ça permet d'organiser un dialogue entre les scientifiques des work packages, et c'est ce à quoi on se livre déjà donc, depuis 1 an maintenant, avec grâce à la collaboration de membres de tous les WP, donc c'est une douzaine environ de scientifiques que l'on réunit à peu près tous les 2 mois pour élaborer ensemble. À partir, je vais vous expliquer un peu comment rapidement, mais en tout cas pour arriver à écrire ces histoires interdisciplinaires. Et l'idée, c'est bien sûr de ne pas rester entre soi avec une douzaine de chercheurs, mais les 60 ou 70 chercheurs impliqués dans le projet Vitae sont bien sûr, dès l'année prochaine, appelés à réagir, à analyser, à envisager toutes les conséquences de ces différents scénarios. Et là, on peut modestement penser qu'on aura un petit peu progressé dans le champ de l'interdisciplinarité. Et on sait également qu'une fois qu'on dispose de ces scénarios, et en tout cas c'est ce qu'on espère bien faire aussi dans le cadre de Vitae, eh bien ça constitue une espèce de rampe à laquelle on peut s'accrocher, en tout cas un ensemble de repères qui permet de dialoguer avec la profession. Parce que souvent le plus complexe face à des questions elles-mêmes très compliquées et complexes, c'est de savoir par quel bout on commence. Quand on essaie de dialoguer avec la profession, chacun a son point de vue, a sa représentation, a son idée, ou au contraire son absence d'idée. Et bien là, ça permet de s'accrocher à des choses qui sont sans doute ni probabilisées, ni non probables, mais qui sont en tout cas, qui ont une cohérence d'ensemble. C'est en tout cas ce qu'on attend d'un scénario en prospective. Et puis, eh bien, il est possible, une fois qu'on a fait réagir des professionnels, qu'on a essayé de dégager des scénarios qui sont finalement qui sont peut-être plus intéressants, des scénarios qui au contraire leur font peur, des marges de manœuvre, eh bien, on peut orienter aussi peut-être quelques recommandations en politique publique. Si on se permet de faire d'afficher ces ambitions qui sont élevées, vous voyez bien, c'est aussi qu'on en a non seulement la conviction, mais une petite expérience grâce au projet La Cave qui a été lancé par l'INRA c'était encore l'INRA il y a une dizaine d'années, et qu'on a accompagné à peu près de la même façon. C'est-à-dire une élaboration de scénarios avec un nombre de chercheurs réduit, un partage avec un ensemble de l'ensemble des chercheurs impliqués, c'était quand même 24 unités de recherche, si ma mémoire est bonne, et puis surtout un dialogue avec 500 professionnels dans cette région viticole, ce qui a non seulement conduit à faire émerger des analyses sur les enjeux, les conséquences, les craintes de chacun, les espérances des autres, et puis finalement des grandes lignes directrices qui ont conduit rien moins quand même que d'élaborer finalement une feuille de route, une stratégie pour la filière vitivinicole face au changement climatique. Alors, il faut rester humble, ce n'est que la première marche d'un escalier qui reste à construire. Mais quand on se compare, on se console un peu parce que dans d'autres filières, on dit que c'est pas si mal d'avoir fait ça. Quand on regarde les autres pays, ils nous disent, quand on a présenté ça à l'OIV il y a 15 jours, ils nous disent, on aimerait bien en être là aussi. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc voilà, c'est une façon, quand on essaie de lancer des pistes en politique publique, c'est toujours intéressant de pouvoir s'appuyer aussi sur un ressenti, un partage d'expérience déjà a priori avec les professionnels. C'est un peu l'ambition derrière les scénarios, au-delà de l'éclairage d'avenir. Alors, 3 minutes, mais ça ira très bien parce que c'est juste pour vous montrer là, juste une illustration. Vous voyez, quand on parle d'interdisciplinarité, quand on fait venir des chercheurs de différents work packages, ils nous parlent de choses aussi différentes que les variétés résistantes, les réseaux d'épidémiosurveillance, les attentes des consommateurs, l'acceptabilité des nouvelles pratiques, les logiques de recherche, la formation et le conseil. Autant de choses que ni vous ni moi probablement, sauf si vous avez vraiment une beaucoup plus grande expérience que nous, mais n'est capable de sortir individuellement. Alors, ce qui est le plus important dans tout ça, bien sûr, c'est d'en faire ressortir, finalement, une représentation commune qui peut paraître complexe et un peu absconde ici, mais l'important, c'est de la construire ensemble. Et construire ça ensemble avec des chercheurs qui seraient très, très capables d'approfondir chacun un élément de ce système, eh bien, c'est un peu la première ambition, complètement consubstantielle de la création des scénarios, parce qu'il n'y a pas de scénario qui tienne si on n'est pas capable de les faire se superposer à une représentation commune du système. Et vous voyez là que c'est aussi tout le sens du projet Vitae, puisque l'originalité de Vitae, c'est vraiment de se colter uniquement à une seule filière, qui est la filière vin, mais justement d'en développer toute l'expertise.
eh bien, c'est évident que dans cette filière particulièrement, la notion des signes officiels de qualité, avec un pays qui est quand même 93% dominé par des indications géographiques, eh bien, vous voyez, qui sont elles-mêmes dépendantes de cahiers des charges, largement dominées par le choix des cépages. Vous voyez bien que l'introduction, par exemple, de nouvelles variétés dans ce cas-là, ça prend un autre goût que dans la filière blé ou dans d'autres où c'est sans doute quelque chose de déjà bien acquis. Vous voyez que là, dans ce schéma qui vous illustre la complexité, vous voyez qu'on a réussi à construire ça ensemble, donc à parler le même langage sur tous ces aspects-là et à construire les scénarios. Alors, vas-y. Donc, où est-ce qu'on en est? Eh bien, la représentation commune du système, vous voyez qu'elle est quasiment, voilà, son périmètre en tout cas bien établi. Les relations entre ces éléments du système sont assez claires. On est en train de terminer la traque aux hypothèses à partir des tendances lourdes et des signaux faibles que nous ont fournis l'ensemble, non seulement l'ensemble des chercheurs, mais également tous les professionnels qu'on est allé chercher pour approfondir des points particuliers de ce système. On est en train d'agencer ces hypothèses, notamment pour voir la pertinence. Au-delà de la pertinence par nos hypothèses, la nature du lien qui rassemble et qui unit les hypothèses entre elles, de façon, puisque c'est la caractéristique d'un système, vous le savez bien, c'est non seulement ces éléments, mais l'importance des relations entre ces éléments, de façon à écrire ces scénarios. Donc là, suivant un protocole bien établi, on est dans les temps pour écrire au premier semestre 2025 ces scénarios, dont on attend, bien sûr, très rapidement, à la fois de les partager avec l'ensemble des chercheurs de Vitae, les analyser les enjeux et les conséquences, mais surtout aussi de sous-peser les aspects, la faisabilité, la pertinence, l'efficacité de chacun de ces scénarios, parce que sinon, c'est un peu des vues de l'esprit, les scénarios, ça éclaire l'avenir, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les analyser ensemble. Et à partir de là, imaginez les leviers d'action possibles à partir de ce que l'on veut faire de ces scénarios. Est-ce qu'il faut s'y préparer? Est-ce qu'il faut les favoriser? Est-ce qu'il faut au contraire les considérer comme redoutables et donc faire tout pour qu'ils n'apparaissent pas? Ce n'est pas les mêmes leviers d'action qui vont être mobilisés dans ce cas-là. Et on fera exactement la même chose, mais cette fois avec les professionnels. On a déjà des professionnels qui nous accompagnent, bien sûr, dans le cadre du projet, mais ils sont très peu nombreux pour l'instant. Volontairement, on avait voulu avoir juste un éclairage. Et là, on va ouvrir très largement pour faire la même démarche, une analyse conjointe, et finalement leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez par rapport à ces scénarios? Ils vous plaisent pas? Vous pensez qu'il faut s'y préparer dès maintenant? Et surtout, comment? Quels sont les leviers? Et là, ce dialogue nous paraît... On sait que ça marche bien. On a là une façon de dialoguer qui est plutôt pertinente et plutôt efficace. Voilà ce qu'on attend et ce que l'on va faire maintenant pour dégager, et peut-être à terme aussi, une stratégie nationale qui sera éclairée par ça. Merci de votre attention. Eh bien, merci à vous deux pour ce témoignage de l'importance du dialogue avec la filière. Et donc, on se dirige vers le dernier exposé de cette session avec l'intervention de Julie et de Laure. Julie et Laure, la parole est à vous. Bonjour à tous. Nous allons faire cette présentation à deux voix. Donc, je suis ingénieure agronome, Julie Borg, ingénieure agronome à l'INRAE d'Avignon, et ma collègue Laure Perchepied, professeure à l'Université d'Angers. Donc, nous allons vous parler de l'intégration combinée de leviers en maraîchage et en arboriculture, l'analyse de pratiques et d'expérimentation dans des systèmes innovants. Donc, on fait un rapide rappel du concept d'immunité écologique. Donc, c'est vraiment le concept qu'on va développer dans le projet Cap Zéro Phyto. Donc, une plante va être soumise à différentes attaques de bioagresseurs. Donc, on en a ciblé quelques-uns que vous voyez sur la gauche. Et pour faire face à ces attaques, la plante peut mobiliser différents mécanismes de défense. Et nous allons avoir différents leviers d'action pour pouvoir stimuler ces mécanismes de défense. Donc, nous avons identifié le levier génétique et ensuite des pratiques culturelles. Donc, nous avons ciblé sur les stimulateurs de défense des plantes, les flashs UVC, la nutrition azotée et les plantes de service. Et nous prenons en compte également d'autres facteurs additionnels, donc le climat et le microbiote. L'objectif étant d'intégrer ces connaissances pour optimiser l'immunité des systèmes de culture. Donc dans ce projet, on s'intéresse surtout à la pomme et à la tomate. Et ensuite, on aimerait gagner en générosité, donc appliquer les résultats de ce projet à la pêche, au piment et à la fraise.
Donc au final, le projet va être autour de 2 questions. Donc une plutôt scientifique, donc de comprendre les interactions entre les différents leviers qui vont permettre de stimuler l'immunité des plantes, et une question plutôt socio-économique, de savoir dans quelle mesure ces combinaisons de leviers vont pouvoir être adoptées par la profession. Donc le projet regroupe différentes unités de recherche et d'expérimentation, donc dans différentes disciplines réparties dans toute la France, et donc des stations expérimentales, et on est également en collaboration avec le réseau DEFI. Donc chaque unité a des spécificités, donc on va travailler spécifiquement sur certains leviers que j'ai mentionnés précédemment et qui sont listés en bas à gauche. Donc à savoir le levier génétique, les plantes de service, l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes, les flashs UVC et l'azote. Donc la stratégie globale du projet, c'est donc sur pommes et sur tomates. Dans un premier temps, donc en haut à droite, c'est d'étudier ces leviers seuls, en essai factoriel, qui vont être soumis à des contaminations artificielles, pour étudier les modes d'action de ces leviers, et ensuite progressivement de les combiner dans des essais factoriels qui vont être soumis à des contaminations naturelles et artificielles, et ensuite d'aller vers des essais systèmes en contamination naturelle, où là on va vraiment être dans de la combinaison de leviers. L'objectif étant d'intégrer progressivement la profession dans ces expérimentations. Donc les résultats de toute cette approche ont été présentés hier, donc désolé pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais pour nous en fait on va vraiment se focaliser sur l'étape suivante, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ces leviers, ces combinaisons de leviers dans des itinéraires techniques existants, donc chez des producteurs. Donc notre approche étant de centraliser en fait toute l'expertise qu'on va avoir sur ces leviers, donc ces 6 leviers étudiés dans le projet, sachant qu'il y en a certains qui commencent à être développés sur le terrain et d'autres qui sont vraiment à l'état d'innovation en laboratoire. Donc on centralise les connaissances issues d'expérimentation, donc c'est un peu tout ce que je vous ai montré juste avant sur la démarche. Et aussi on va associer à cela des enquêtes auprès de producteurs et de conseillers agricoles. Et pour cela, donc, on va centraliser ces connaissances dans une base de données, donc c'est la première brique. Donc Laure vous fera un aperçu en fait, des différents résultats qu'on commence à avoir sur l'intégration de toutes ces connaissances, qui vont nous permettre d'analyser des pratiques et d'alimenter des ateliers. Des ateliers qui vont permettre dans un premier temps d'intégrer ces leviers Cap Zéro Phyto dans les itinéraires techniques existants, et aussi de concevoir des essais systèmes qui combinent ces leviers pour pouvoir étudier dans des conditions proches de la production. Et donc une troisième approche qui n'a pas encore été initiée, d'enquête nationale d'acceptabilité, pour voir justement dans quelle mesure ces leviers vont pouvoir être adoptés. Donc je passe la parole à Laure pour l'illustration sur la base de données. Merci. Alors du coup, on va s'intéresser, faire un petit focus sur la première partie, là, à gauche de cette image. Et je vais vous présenter les enquêtes qui ont été menées auprès de producteurs, dans le but de formaliser des connaissances pratiques sur l'utilisation de leviers alternatifs aux pesticides, données qu'on a intégrées ensuite dans une base de données. Alors, en arboriculture, il y a 29 enquêtes qui ont été menées dans 2 bassins de production auprès d'arboriculteurs, mais aussi auprès de conseillers agricoles. Et puis, pour la tomate, 8 producteurs ont été interrogés et 6 conseillers. Donc là, moi, je vais vous présenter des données concernant l'arboriculture aujourd'hui. Les enquêtes qui ont été réalisées ont été menées en face à face auprès de producteurs. Il y a eu d'abord une caractérisation de l'exploitation. Ensuite, discussion autour des principaux bioagresseurs rencontrés par ces arboriculteurs, avec la mise en place de différents leviers alternatifs. Et ensuite, une étape aussi de perception de ces différents leviers en termes d'efficacité, d'avantages et de désavantages. Ces données ont été ensuite retranscrites suite aux entretiens et puis intégrées dans une base de données. Vous avez à gauche du tableau les personnes enquêtées, les verbatims, c'est-à-dire des extraits de ces interviews qui ont été recensés, les différents leviers employés par les arboriculteurs,
les noms de produits, etc. Je passe. Les cibles, donc les bioagresseurs visés. Et puis nous avons différents onglets donc, sur les avantages, les désavantages, les contraintes à l'utilisation donc de ces leviers. Nous avons fait aussi également un travail de catégorisation de cette base de données, donc en différents domaines, notamment donc, si vous regardez le domaine 1, donc en haut à gauche, donc en lien avec la lutte par application de produits de synthèse, et puis voilà donc les domaines de 1 à 8 où on a replacé donc les différents leviers travaillés dans le cadre du projet Cap Zéro Phyto. Donc, ils sont ici encadrés dans les différents domaines. Donc, vous retrouvez par exemple les plantes de service dans le domaine 6, donc en lien avec la lutte biologique. Donc, nous avons fait dans un premier temps une analyse textuelle des données d'enquête, c'est-à-dire uniquement sur les verbatims non catégorisés. Via Iramutech et donc on retrouve donc des segments de texte qui sont représentés dans différentes classes et notamment vous voyez par exemple donc la classe 1 qui est en rouge avec l'occurrence du mot RIMPRO, pluie, contamination, météo en lien avec la tavelure. Donc ça nous permettait de voir donc de retrouver les principaux bioagresseurs donc préoccupants chez les arboriculteurs et donc des leviers associés. Nous avons ensuite fait une analyse issue sur la base de données, donc cette fois catégorisée. Et là, je vais vous faire un petit focus sur le levier génétique. Donc les cibles, là ici sont représentées les principales cibles mentionnées par les arboriculteurs. Et vous voyez ici que le choix variétal est surtout orienté vis-à-vis de la tavelure qui est représentée en bleu, mais également donc des pucerons en vert et de maladies fongiques autres en violet. Si on regarde un petit peu plus précisément, toujours pour ce levier génétique, on voit alors c'est la perception par les arboriculteurs de l'efficacité de ce levier génétique, mais aussi en combinaison avec d'autres leviers associés. Donc vous voyez ici en haut donc le levier choix variétal en termes de résistance et tolérance, mais vous voyez aussi également l'utilisation d'extraits minéraux, de l'utilisation d'OAD comme RIMPRO. Et en vert, donc, ressort un levier qui est perçu comme efficace par l'arboriculteur. Donc ça, c'est contre la tavelure. Même chose contre le puceron. Donc on retrouve le choix variétal tout en haut, là en termes de tolérance cette fois, combiné à l'utilisation d'extraits végétaux, de régulation de la fertilisation et d'utilisation d'extraits minéraux. On a regardé également qu'est-ce qui ressortait en termes d'avantages et de désavantages cités par les arboriculteurs. Alors on a regroupé cela en 4 grandes catégories en termes de services écosystémiques, de travail, d'économie et de diminution des impacts environnementaux. Et vous voyez ici sur ce camembert ressortent en termes de nombre de citations d'avantages la catégorie services écosystémiques. Donc je fais un petit zoom ici sur le domaine de la lutte biologique qui est représenté ici par à gauche par la barre d'histogramme en vert qui ressort beaucoup en termes de nombre d'avantages. Et donc, si on regarde un peu plus précisément cette lutte biologique, en fait, ce que vous voyez au milieu du graphique de droite, c'est l'utilisation de bandes fleuries, d'enherbement permanent et de réduction de la tonte, qui favorise les auxiliaires, qui améliorent le sol, etc. Donc là, je vois que le temps passe, donc j'avance pour laisser la parole à Julie pour la suite. Donc, même chose pour les désavantages. Là, je fais un focus rapide sur le travail cette fois. Toujours pour notre utilisation de bandes fleuries, qui est la barre d'histogramme là, que vous voyez prédominante sur ce graphique. Et en lien avec la lutte biologique, ce qui ressort, c'est le temps de travail associé à ces bandes fleuries, et puis également des connaissances à mobiliser et des outils adaptés. Donc
C'est juste pour terminer, en fait, c'était important pour nous de prendre en compte déjà de savoir ce qui se pratiquait sur le terrain et de prendre en compte la perception des leviers par les arboriculteurs pour ensuite espérer pouvoir les combiner avec les leviers travaillés dans le cadre du projet Cap Zéro Phyto. Donc, on continue sur des petits focus, donc sur la partie atelier, l'intégration de leviers étudiés. Donc en fait, pour la partie arbo, on a commencé en fait vraiment levier par levier. Donc on a discuté au cours d'ateliers du levier plante de service en arboriculture. Donc ce qui était ressorti, c'est que c'était déjà un levier qui était pratiqué sur le terrain, mais qu'il y avait encore des attentes sur, qu'il y avait des manques de connaissances en fait sur les règles de décision pour choisir les suivis expérimentaux et aussi d'avoir des protocoles standardisés qui permettent justement de mieux évaluer en fait ce levier sur le terrain. Donc, à l'issue de différents ateliers, on a pu produire un tableau qui permet d'orienter en fait l'expérimentateur sur les suivis les plus adaptés en fonction de ses objectifs d'expérimentation, de ses contraintes de coût ou de temps, avec des protocoles de suivi. Et ensuite, donc, l'objectif, ça va être d'aller progressivement vers la combinaison de ce levier plante de service avec les autres leviers du projet Cap Zéro Phyto pour identifier les difficultés organisationnelles et économiques associées à ces combinaisons. Donc, qui va permettre en fait d'orienter sur quel levier combiner avec ce premier levier plante de service et aussi quels sont les critères d'évaluation qu'on va privilégier pour pouvoir évaluer si on est satisfait par cette combinaison de leviers. Sur la partie maraîchage, donc en tomate, on a adopté une approche différente. Donc là, on est vraiment rentré par système de production. Donc on a eu un atelier plutôt orienté production de tomates en plein champ et un autre atelier en production hors sol. Et donc on s'est mis dans un système particulier. Donc là, par exemple, c'est pour l'atelier sol en système pleine terre spécialisé avec un cahier des charges zéro résidu de pesticides ou agriculture bio en circuit long. Donc en fait, on a détaillé quels étaient les principaux bioagresseurs problématiques dans ce système. Et on a discuté des potentielles utilisations des leviers Cap Zéro Phyto pour maîtriser ces bioagresseurs. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais par exemple, on a identifié qu'il y avait des combinaisons de leviers qui pouvaient être mobilisées, par exemple, sur l'oïdium en deuxième ligne, mais qu'il y avait quand même certaines limites à l'utilisation de certains leviers, comme le levier UVC, puisque pour l'instant, en fait, on avait assez peu de références, et en tout cas, sur le terrain, ce n'était pas du tout pratiqué. Et dans la zone grise, on a aussi donc relevé tous les leviers qui étaient déjà mis en place. Et donc là, le travail, c'est de voir s'il y a des synergies ou des antagonismes à introduire ces nouveaux leviers Cap Zéro Phyto dans des combinaisons qui existent déjà. Donc bien sûr, on a vu aussi que c'était à nuancer en fonction des bassins de production et que c'est vraiment important de se mettre dans un contexte particulier pour discuter de ces combinaisons. Sur la partie co-conception d'essais systèmes, donc à Avignon, on a planté l'hiver dernier un verger zéro phyto qui combine 2 espèces de pommes et une espèce de pêcher pour pouvoir tester différentes combinaisons de leviers. L'originalité du dispositif, c'est que les arbres sont conduits en biaxe. Donc si vous avez déjà vu un verger, en général, on voit plutôt des arbres avec une forme assez ronde. Donc là, on a vraiment des murs fruitiers qui vont permettre en fait de favoriser l'interception lumineuse jusqu'au pied de l'arbre. Donc c'est-à-dire que si on veut introduire des plantes de service, on va pouvoir faire pousser une plus grande diversité d'espèces végétales. Et aussi, si on souhaite appliquer des stimulateurs de défense des plantes ou des produits de biocontrôle, on va potentiellement atteindre plus de surface foliaire de l'arbre. Donc l'objectif, c'est en 2024-2025 de sélectionner différentes plantes de service intéressantes en conditions de verger et ensuite d'introduire progressivement des combinaisons de leviers, donc les plantes de service associées à différents modes de nutrition azotée, plus des flashs UVC et des stimulateurs de défense des plantes. À Angers, donc, le verger était en co-conception, en phase de co-conception. Donc, la méthodologie qui a été utilisée pour arriver à une maquette de verger zéro phyto a été illustrée sous la forme d'une bande dessinée. Et donc, le verger va voir le jour l'hiver prochain.
Et sur tomates, donc pour l'instant, on a surtout des essais multifactoriels en unité de recherche, en unité expérimentale, qui combinent différents leviers. Et donc l'objectif ensuite, ça va être à l'issue des résultats d'expérimentation, de voir dans quelle mesure certaines combinaisons vont pouvoir être utilisées chez des producteurs. Je terminerai donc par les perspectives. Donc, sur la base de données, on a encore pas mal de travail à faire pour analyser des combinaisons de leviers qui fonctionnent, de voir en fait, d'aller un peu plus finement sur l'efficacité des leviers et les conditions d'utilisation. Donc, j'ai bien parlé du fait que, en fonction des bassins de production, on avait vraiment des spécificités. Sur la partie atelier, donc en arbo, il faut qu'on prenne en compte les autres leviers Cap 0 phyto. Et donc on a encore des essais systèmes qui vont être mis en place sur tomates. Donc côté co-conception, on a l'implantation du verger système à Angers et des essais systèmes tomates chez les producteurs qui vont arriver. L'enquête nationale d'acceptabilité va commencer l'année prochaine, et aussi on a une thèse de Corisande Doué qui commence ce mois-ci pour modéliser les systèmes de culture qui vont intégrer l'immunité. Voilà, nous vous remercions, et surtout nous aimerions remercier tous les partenaires et les participants aux ateliers et aux enquêtes. Merci bien à vous.